Hello, bienvenue à toi pour ce nouveau partage et aujourd'hui j'avais envie qu'on explore le thème de l'art, de l'éros et du héros. Donc c'est un texte que j'ai écrit et puis en cours de route je vais rajouter d'autres d'autres informations qui me sont venues entre-temps. Donc installe-toi bien, merci pour ton écoute et puis c'est parti. La vie nous initie divinement dans tous les domaines par l'expérience même qu'elle nous propose. C'est ça qui est incroyable avec la vie. Parfois, on cherche à cheminer en se disant: «Je vais faire telle formation, je vais lire tel livre pour avancer» et en fait, la vie, elle organise tout pour nous à travers des rencontres, des événements, des expériences et c'est pas quelque chose qui va se passer dans le mental comme on cherche à le faire souvent, mais c'est quelque chose qui va être proposé dans l'instant présent, dans la chair et ça va se vivre en nous. Et donc, fut un temps dans les écoles d'art, et même encore aujourd'hui, et bien, surtout à l'époque de la sculpture, il faut, voilà, vraiment, dans cette époque-là, c'était vraiment quelque chose d'initiatique, d'essentiel. Eh bien, les apprentis sculpteurs étaient initiés par le nu. Alors ça, c'est quelque chose qui a perduré encore, hein, dans les écoles de beaux-arts, les écoles de dessin. Il y a ce moment où un modèle nu, donc vivant, humain, vient poser pour nous pour eh bien, apprendre tout ce qui est de l'ordre des proportions, tout ça. Mais au-delà de juste cet apprentissage voilà, académique, eh bien, il y avait vraiment une vocation initiatique de ce rapport au modèle, au nu, pour initier les artistes. Donc, comme je l'ai dit, il y avait vraiment quand la sculpture était à son âge d'or, c'était vraiment une des initiations phares, qui est la maîtrise de sa force créatrice, donc de la force sexuelle qui nous habite, pour la transmuter et l'employer dans le sens de la création. Et quand on parle de force sexuelle, c'est cette énergie qui nous habite et qui euh, est ce feu à l'intérieur de nous. Par exemple, quand on parle de chakra, c'est ce chakra orange au niveau du bas-ventre. C'est là, en fait, où a lieu notre foyer, à la fois d'inspiration, mais là où se passe toute l'énergie pour extérioriser eh bien, toute la dimension de notre force créatrice qui nous pousse au monde. Et si j'avais envie de faire un parallèle philosophique pour mieux vous aider à cerner le propos, ça se rapprocherait de ce que Nietzsche traduit par la volonté de puissance, de volonté vers la puissance, qui est innée en l'homme et partout où il y a de la vie. En fait, c'est intrinsèque à la vie. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas cette volonté de puissance, donc cette énergie de puissance qui va vers le monde pour créer et pour eh bien, toujours enlever les limites. En fait, c'est ce mouvement d'impermanence qui qui n'a jamais de fin et qui est toujours en expansion. Et d'ailleurs, il en parle comme l'essence la plus intime de l'être. Et cette essence, elle peut soit être utilisée dans un élan de puissance créatrice, soit destructrice. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est cette puissance innée en nous qui se développe et s'éveille au fil des âges et que l'homme est invité à employer pour, à la base, créer. Et pour créer, alors, c'est là où c'est intéressant avec les écoles d'art, c'est que l'artiste, donc qui va être face au modèle, il va être amené à canaliser donc l'énergie sexuelle qui l'anime, qui est stimulée par le fait qu'il y a un corps en face de lui nu, parce que malgré nous et à travers nous, ça vient éveiller par la nature des choses en fait, cette énergie qui est là dans notre ventre, qui est un feu en fait. Et donc, en fait, c'est la nature qui s'exprime ainsi, sauf que l'artiste, et c'est là où Nietzsche parle aussi de surhomme, c'est-à-dire dépasser la condition primaire de l'homme pour aller au-delà, pour l'élever euh, vers quelque chose de plus grand. Donc c'est là où je vais vous partager aussi une autre vision de la philosophie nietzschéenne, c'est qu'une fois que l'artiste va sentir une activation de cette énergie sexuelle face à ce corps nu, il va être invité à diriger donc cette énergie,
non pas comme l'extérioriser de façon physique, comme on peut le voir à travers l'éjaculation, ou si c'est une femme, autre chose, mais la diriger en acte de création. En fait, comme un arbre qui doit faire monter sa sève pour manifester au bout de ses branches des feuilles, des fleurs, des fruits. Et ce procédé était très utilisé, comme je l'ai dit, en sculpture. C'est pour ça que d'où la quantité astronomique de statues, de sculptures d'époque nues, et d'où aussi cet incroyable souffle de vie qui anime ces blocs de pierre. Enfin, quand vous voyez des statues de l'époque, vous dites, mais avec le matériel, comment ils faisaient? Parce que c'est tellement vivant, vibrant. Et en fait, ça, c'est grâce à cette force sexuelle qui nous habite et qui donne l'élan de la création que l'on peut nous-mêmes ensuite insuffler, telle la force de l'esprit, et rendre vivant, vibrant la matière à notre disposition. Et ce, afin d'élever le regard par notre création et élever aussi la force vitale des gens qui apprécieront notre art. Donc il y avait vraiment cette dimension initiatique et pour l'artiste, qui était lui-même initié dans ce procédé de création, et ensuite cet art qui était proposé au public avait cette même vocation d'élever cette énergie sexuelle vers quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, chez les Grecs, on retrouve cet archétype du héros, d'élever l'homme. Donc on parle là de surhomme, mais on ne parle pas de surhomme comme on l'entend aujourd'hui dans le coaching, devenir la meilleure version de soi-même ou je ne sais quoi encore. Ce que pourraient présenter par exemple les masculinistes, on parle d'une transcendance intérieure de cette énergie sexuelle, non pas employée vers les bas instincts primaires, donc dilapidés pour détruire, mais canalisée, élevée pour créer au monde et élever au monde cette énergie pour créer de l'art, créer des sociétés, créer à une plus grande échelle que le petit moi. En fait, c'est ça. Le surhomme, il dépasse l'idée du petit moi. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut noter que les statues grecques de l'époque, quand on les regarde, au niveau des représentations des sexes masculins, les sexes sont au repos, alors qu'aujourd'hui, actuellement, si on voulait représenter, on va dire, une certaine puissance masculine dans notre société, on représenterait des sexes masculins en érection. Et d'ailleurs, voilà, si on y pense aujourd'hui, est-ce qu'on représenterait un sexe masculin qui serait au repos, tout en voulant traduire cette volonté de puissance? Et c'est là où c'est intéressant, c'est que même les statues ont un message initiatique, c'est-à-dire que on regarde ces hommes représentés en sculpture chez les Grecs, ils ont un corps musclé, athlétique, de héros. En fait, ils traduisent l'archétype du héros qui est rempli de cette énergie qui va au monde pour œuvrer dedans, et avec cette force, cette puissance. Mais cette puissance n'est pas dirigée vers le sexe. C'est pour ça que le sexe est au repos. Cette énergie de puissance, elle a été canalisée dans tous les organes du corps, dans tout le corps. C'est comme si, au lieu de focaliser cette énergie de puissance, comme c'est le cas aujourd'hui, au niveau du sexe, dans son érection, dans cette façon très réductrice finalement de valoriser l'homme comme on le fait aujourd'hui, là, cette volonté de puissance, cette énergie sexuelle, créatrice, elle est canalisée à un autre niveau. C'est pour ça qu'elle n'est pas concentrée au niveau du sexe. Et justement, elle sert un plan plus grand, elle sert à être dans le monde, elle sert à nourrir cette énergie du héros qui sort, c'est un peu comme j'ai un peu cette image du Hobbit, mais de ce héros qui sort de son petit cercle, de son comté, de sa comté, pour aller dans le monde et aller développer sa conscience. C'est un peu aussi cette sortir de l'inconscient pour entrer en conscience dans le monde. Et il y a ce mouvement, et c'est pour ça que les statues grecques, voilà, et par la façon dont elles étaient faites, et pour ce qu'elles traduisent aussi, elles véhiculent vraiment cette initiation du nu qui vient bien au-delà de la sexualisation, l'hypersexualisation comme on la retrouve dans notre société, et elle touche vraiment à ce qu'on appelle l'éros,
cette puissance créatrice qui est l'éros et qui est là pour éveiller cette volonté de puissance en nous, mais que cette volonté de puissance ne soit pas dilapidée à la première occasion dans la consommation de la sexualité, mais qu'elle soit élevée à quelque chose de plus grand pour, eh bien, comme j'ai dit, oser aller dans le monde, oser faire ce mouvement entre intérieur et extérieur et être au monde dans sa puissance. Mais il ne s'agit pas d'une puissance égotique, il s'agit d'une puissance qui est innée à notre propre nature. Donc c'est pour ça que cette initiation au nu était vraiment majeure et capitale pour toucher du doigt eh bien, la dimension divine du créateur en l'artiste, qui est par son art un arc entre le ciel qui passe par l'inspiration, donc toute la dimension du ciel très subtile qu'on ne voit pas mais qui se passe en nous par cette inspiration, et cette reliance à la terre par la matérialisation dans la matière. Et c'est pour ça que j'avais vraiment cette image du sculpteur qui eh bien, devient créateur à son échelle, comme le grand principe créateur, puisqu'à son échelle, en fait, il inspire le souffle de vie avec ce feu à l'intérieur de cette énergie sexuelle qui est dirigée vers la création pour ensuite être matérialisée. Et comme j'ai dit, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des statues incroyables. Enfin, on est bouche bée, comme je dis, avec le matériel de l'époque. Et c'est pour ça aussi qu'à l'époque, toutes les structures architecture, eh bien, dedans, qui correspond à la structure et qui a vraiment un lien avec la création divine, c'est-à-dire que l'architecture, c'est la base, c'est la structure. Donc c'est un peu comme les os chez nous. Et ensuite, pour souffler le souffle divin dans cette matière, eh bien, on va sculpter les édifices. C'est pour ça qu'à l'époque, eh bien, tous les édifices étaient sculptés. On soufflait dedans un souffle vibrant de vie qui crée comme des sauts, on va dire, énergétiques pour rendre vivant la pierre. Et c'était vraiment un travail auquel on invitait des artistes qui avaient appris à canaliser cette force et qui soufflaient cette puissance, cette volonté de puissance dans la matière. Donc ça vous initie vraiment au principe du grand créateur de Dieu, quelque part. Et c'est ça qui est incroyable. Et aujourd'hui, si on regarde l'architecture à notre époque, la sculpture a quasiment disparu des bâtiments. Tout est froid, sans vie. D'ailleurs, sans la sculpture, on remarque bien que les bâtiments aujourd'hui, ils manquent de vie, ils manquent d'âme, il manque ce petit truc. Il manque la pierre qui a été eh bien, insufflée de cette vibration, de cette énergie de puissance. Et comme le dit Nietzsche d'ailleurs, la volonté de puissance est partout là où il y a de la vie. Et avant, quand on regardait un bâtiment, les vieux bâtiments, eh bien, ils étaient vivants parce qu'il y avait cette puissance intrinsèque, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces bâtiments sont morts, que l'architecture des villes, et c'est complètement mort, parce que, eh bien, il n'y a plus cette volonté de puissance qui a été insufflée dedans, et donc il n'y a plus ce souffle de vie. Tout perd en vibration. Et voilà, je trouve ça super intéressant, ce regard-là aussi. Et l'initiation au nu se retrouve beaucoup aussi dans l'art pictural. Et si on observe bien, on remarque que cela n'a pas du tout pour but la sexualisation du corps, comme je l'ai dit, c'est le cas aujourd'hui avec notamment l'essor de la pornographie. Il s'agissait surtout de rendre grâce à la beauté qui élève l'âme, qui élève justement les bas instincts de projection de désir. Vous savez, ce truc de... Aujourd'hui, la pornographie, elle invite à regarder une image pour y projeter ces instants de possession, de fantasme. Comment est-ce que je peux récupérer cet autre et qu'est-ce que je peux lui faire? Donc je projette tout ça sur cette image et finalement, je crée des formes pensées sur cette personne, sur cette image, qui me vide en fait de mon inspiration et qui abaisse, qui vient plomber mes désirs d'élévation. Alors que justement, à l'époque, quand vous regardez les tableaux de nus, il y a des femmes, des hommes nus,
Mais quand on regarde ces corps, ils invitent à la beauté, à la grâce. Il n'y a pas de posture d'hypersexualisation ou même si ça évoque une forme de sexualité, c'est une sexualité qui élève l'âme. C'est-à-dire qu'on se laisse, euh, on est face à ces œuvres et il y a une sublimation intérieure qui nous invite à plonger dans la simple contemplation et on s'ouvre, on est enivré de cette beauté et elle élève finalement les bas instincts qu'on aurait pu avoir sur ce corps nu vers quelque chose qui va le sublimer et juste être dans la contemplation de ce qui est, c'est beau. Et comme je l'ai dit aujourd'hui dans notre société, lorsqu'on met un corps nu, c'est pour le sexualiser, l'hypersexualiser. Et en fait, ça pousse, et même c'est comme prendre en otage le spectateur pour qu'il projette des formes de pensée, comme je l'ai dit, et des désirs de possession, posséder ce corps, projeter sur lui ses fantasmes. Et du coup, on ne se laisse plus nous-mêmes pénétrer par la beauté. On est pénétré par cette image qui direct impose une certaine idée de comment diriger cette dimension de l'éros et qui pousse en fait à projeter sans s'en rendre compte même des fois des fantasmes, des désirs de possession de ce corps qui est hyper sexualisé en face. Et bien cela en fait ça a beaucoup plus d'impact qu'on ne l'imagine. Oh oui, parce que dans notre monde on a l'impression que les pensées, les émotions n'ont aucun impact et pourtant ô combien eh bien, elles créent en fait des formes. Tout ce qu'on projette, en fait, c'est un peu comme jeter un caillou dans une mare, ça crée des ondes. Et d'ailleurs, il y a l'animé, le manga Berserk traduit très bien cette idée de comment l'homme, dans son inconscient, parce qu'il projette émotionnellement ou en pensée, eh bien, va nourrir les forces de l'astral, mais dans ce qu'il y a de plus horrible, de plus monstrueux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette œuvre, elle met vraiment les humains face à leur pire monstre intérieur, et puis eux, ils sont dépassés, ils comprennent pas pourquoi il y a des monstres comme ça qui viennent les attaquer, aussi horribles. Mais si on regarde bien, la plupart des monstres qui leur font face, qui viennent, eh bien, rentrer dans leur monde pour qu'ils leur fassent face et prennent conscience, viennent de l'astral et sont monstrueux, mais sont à la fois animaux et ont des visages humains. D'ailleurs, c'est ce qui crée la monstruosité de ces êtres, c'est ces dents humaines, c'est ces parts humaines qu'on voit. Et en fait, c'est ce que l'humain crée dans l'inconscient, dans l'astral, par ses pensées, par ses désirs, par ses bas instincts, par ses émotions tournées vers une sorte de perversion. Qu'il ne pense, qu'il n'a aucun impact, et ben c'est aussi comme dans le portrait de Dorian Gray, qui est une œuvre incroyable, dans le sens où eh bien Dorian Gray, on lui peint un portrait, et à partir du moment où on lui peint ce portrait, lui, il va se perdre dans tout un tas de vices, de perversions, et il voit que ça n'a aucun impact sur son physique. Donc il traverse les âges avec toujours ce visage de jeune et faible, et il se dit, bah, en fait, je peux tout me permettre, la pire des perversions, puisque de toute façon, ça ne se marque pas sur moi. Sauf que ça se marque à un endroit qui est la partie inconsciente, donc la partie plutôt astrale, astralisée, qui est le tableau. Le tableau, donc ça se marque à un endroit et en plus, ça s'ancre. Vous voyez, le tableau, c'est de l'encre, c'est de la peinture, ça vient s'ancrer dans une toile, donc dans quelque chose de matériel. Donc, ce qu'il ne pense avoir aucun impact dans le monde sur lui, en fait, a un réel impact dans quelque chose de plus caché, de plus dissimulé, qui est de l'ordre de l'astral, mais qui a une dimension de densité matérielle. Parce que le tableau, il est concret, on peut le toucher, on peut le voir. Donc, plus on nourrit en fait ces bas instincts et qu'on dirige finalement cette volonté de puissance, cette éros pour détruire. Alors quand je dis détruire, vous voyez, c'est comme un feu qui nous habite, l'éros. Si on le dilapide dans ce que j'appelle le plan horizontal, donc comme un feu de forêt qui prend, s'il se propage d'un point de vue horizontal, il détruit toute la forêt. Donc il est destructeur. Donc si je passe mon temps à dilapider cet éros en moi par des projections de formes pensées, par une dilapidation, je ne sais pas, dans la pornographie, eh bien je détruis. En fait, je consume ce feu, je me vide de ce feu. Alors que si
Je canalise ce feu comme un feu où on se rejoint tous autour, vous savez, quand on est en forêt, qu'on fait un feu de camp pour se réchauffer, pour se nourrir, eh bien on met des pierres autour pour pas qu'il se propage à l'horizontale, mais pour le verticaliser, pour que ce feu reste là où il est, se verticalise, et du coup il va servir, ce feu n'est plus destructeur, mais ce feu verticalisé va être au service, là pour nous réchauffer, là pour nous permettre de nous nourrir. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension. Plus on verticalise cette volonté de puissance en nous, cet éros, ce feu qui nous habite, on le verticalise intérieurement en ne cherchant plus à le projeter à l'extérieur, à le dilapider, et plus il va être en fait créateur, nourricier. Il va permettre aussi d'inspirer pour mettre au monde, comme j'ai dit, d'un point de vue artistique ou après d'un point de vue créer tout un tas de choses. Créer même dans, comme j'ai parlé de la dimension inconsciente, de la dimension aussi astrale, de créer dans l'astral, mais de façon à sublimer. Le fait de projeter des formes pensées, ce n'est pas anodin, ça n'a pas aucun effet, au contraire. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Dorian Gray, c'est qu'au bout d'un moment, il va devoir faire face à ce tableau qui a imprimé toutes ces formes pensées, ces perversions, devoir lui faire face et conscientiser en fait tout ce qu'il a créé dans cet inconscient et qu'il ne voulait pas voir, dans lequel il était dans une forme de déni. Et d'ailleurs, dans l'œuvre de Berserk, c'est pareil. Les hommes, ils sont choqués de tous les monstres qui apparaissent dans leur monde depuis l'astral et ils ne comprennent pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'homme doit faire face aux monstres qu'il nourrit et qu'il crée lui-même. Donc c'est important. Et c'est pour ça que cette volonté de puissance, elle est importante. Cette énergie sexuelle est sacrée. Ça crée vraiment. Parce que ça crée vraiment et ça nourrit vraiment des forces qui nous dépassent. C'est pour ça que Nietzsche parle de surhomme, de volonté de puissance qui va au-delà, parce que ça nourrit des choses qui sont au-delà, comme j'ai dit, du petit moi humain. On est relié à toute une cosmologie, tout un univers bien plus vaste qu'on imagine. On fait partie d'un écosystème. Un écosystème qui correspond à notre planète, mais un écosystème aussi qui correspond à tout un univers, toute une galaxie, quelque chose de bien plus grand. Donc on n'imagine pas les forces qui passent à travers nous et qui nous habitent, et nous sommes appelés à se responsabiliser par rapport à ça. Et c'est pour ça que l'art nous a été donné quelque part pour que l'homme se responsabilise dans sa puissance créatrice, dans son devenir de créateur. Donc comme je disais, le nu dans sa démarche de sublimation a été soufflé à l'humanité pour éveiller et réveiller en nous l'éros, qui est cette dimension divine en nous de l'amour et de la puissance créatrice. C'est ça en fait, Eros, quand on fait la recherche, c'est amour et puissance créatrice. Et les deux vont de pair. Et quand je dis que l'Eros, ça crée, et que ça crée même jusque dans l'astral, eh bien on le remarque sur les tableaux notamment de nus, et les scènes qui évoquent l'Eros, l'amour, cette puissance-là, eh bien à chaque fois on peut voir la plupart du temps des anges qui survolent les personnes présentes sur les tableaux. Et ça, c'est pas anodin. C'est pour montrer que quand on est dans cette puissance d'amour, dans cet acte d'amour, de dévoilement, eh bien dans l'astral, on attire des anges, des dimensions angéliques et qui sont en lien avec enjeu en soi. Et on ouvre ces portails en soi à travers cette puissance-là. Et donc on a ce parallèle entre Berserk, où les hommes n'ont pas conscience de leur énergie sexuelle, de ce potentiel, et du coup ils nourrissent des formes dans l'astral qui sont involutifs, elles nourrissent un monde d'involution, alors que dans les peintures de nus, quand on évoque l'éros dans sa dimension sublimée, on a les dimensions angéliques qui nous élèvent et qui viennent du coup nous nourrir intérieurement. C'est vraiment venir activer cet archétype du héros en nous. Et quand je dis héros, ça touche autant les femmes que les hommes. Et que l'éros est là pour stimuler et activer le héros en nous pour être au monde et créer. On le voit bien. On va prendre une image, mais
on voit bien que par exemple, s'il y a un groupe de garçons, un groupe de filles, il y a un garçon qui sent activer son éros en lui en voyant une fille qui lui plaît, ça va lui donner la force, l'élan de sortir du cercle de garçons pour aller vers la fille. Donc c'est un mouvement qui va vers le monde. Et d'ailleurs, je ne prends pas cette image au hasard, car on retrouve ce mouvement dans la plupart des contes, des légendes. Quand on parle de héros, on a cette image du chevalier qui va vers la princesse, qui a une princesse comme ça pour le guider, et qui crée ce mouvement d'élan, qui nous donne le courage, l'éros, pour sortir de nos limites. C'est pour ça que j'ai cette image de la porte du Hobbit, vous voyez, qui est ce rond très limité, pour nous donner cet élan d'aller vers le monde, entrer dans le monde et créer. Alors, sauf qu'aujourd'hui, le nu ne fait plus appel à l'éros en l'homme, mais à la pornographie qui, au contraire, n'élève pas, mais enlève la force vitale en chacun. Donc la pornographie vide et aliène l'homme dans une projection sans cesse de sa force sexuelle et donc créatrice, à juste créer des formes pensées qu'il ne maîtrise même plus, et d'ailleurs qui lui sont imposées et se trouvent souvent otages de ces formes de pensée, mais par lesquelles il se laisse posséder, c'est-à-dire qu'il n'est même plus maître à bord. C'est souvent, par exemple, si vous êtes trop imprégné d'images pornographiques, et bien votre cerveau, il va, sans que vous le vouliez, projeter des visions sur des personnes que vous croisez, des situations, mais parce que ça va devenir un mécanisme. C'est comme si vous étiez pris en otage par une façon du coup de voir le corps des femmes, des hommes, la sexualité. Du coup, vous êtes pris en otage par cette vision-là qui vous vide. En fait, on vide le héros de son éros pour le rendre stérile et couper son élan d'aller au monde et de créer. Et bien ça, c'est un peu la même chose que chez Nietzsche. En fait, on coupe aujourd'hui, notamment par la pornographie, la volonté de puissance en l'homme. Alors l'homme avec un H majuscule, là encore. Ce qui fait qu'on le rend stérile et qu'on le coupe de toute envie d'aller dans le monde, de créer. Et du coup, comme j'ai dit, il y a un réel intérêt pour certaines forces dans l'inconscient, dans l'astral, que l'humanité soit coupée de sa puissance de héros pour que peu à peu elle se dissocie, voire se désincarne de sa dimension divine de créateur. Et là encore, je fais le parallèle avec Berserk, parce que dans ce monde-là, les hommes, ils n'ont plus la faculté de faire face aux forces du mal qu'ils nourrissent eux-mêmes inconsciemment. Et il y a une personne, enfin, il y a d'autres protagonistes, mais quand même, le personnage du coup de Guts, qui a cette épée de berserker énorme, qui représente quand même une dimension phallique, qui lui a encore ce truc de héros d'aller dans le monde. Et d'ailleurs, enfant, il a été donc violé. Donc après, dans sa construction par rapport à la sexualité, il n'est pas dans cette recherche de dilapidation de son énergie sexuelle. Au contraire, il se préserve, il se garde parce qu'il a été traumatisé par ça, traumatisé par cette sexualité intrusive, violente, où quelqu'un du coup a utilisé cette puissance qui était censée être créatrice vers la destruction, surtout la destruction d'une âme pure qui est l'enfant. Et donc Guts, du coup, il a ce traumateur de la sexualité, du coup, il a toujours gardé son énergie sexuelle quelque part pour lui, en lui. Et on va dire que l'image de ça, c'est cette épée qui l'accompagne tout le temps et qui tend souvent vers le ciel, vers la lune, comme s'il était déjà dans cette recherche de verticaliser cette énergie. Alors c'est tout un chemin initiatique, hein. Bien sûr, dans l'œuvre, il va tuer des gens avec cette épée, voilà, ça va servir à détruire, mais on voit déjà se dessiner ce héros. Je sais que Guts a cette image d'anti-héros, et c'est compréhensible parce qu'il y a plein d'actions qui vont à l'encontre de l'archétype du héros qu'on a d'habitude. Mais j'avais envie vraiment de parler de lui en tant que héros, parce que pour moi, il représente ce que c'est le héros quand quand il passe de cette part inconsciente à consciente, entre une conscience donc très animale, très horizontale, dans la pulsion, dans l'instinct, mais très primaire, et qui va peu à peu, au fil de l'histoire, se verticaliser et faire face finalement à tout ce qui se loge dans son inconscient, à ses démons,
à ses monstres intérieurs, mais toujours avec cet élan d'aller vers l'avant, d'aller vers l'élévation et de ne pas se laisser finalement définir par ça. Et comme je dis, son épée pointe toujours vers le ciel, souvent d'ailleurs, et elle est la promesse de cette verticalisation. Donc pour moi, c'est vraiment le chemin de conscience du héros. Lui canalise cette force de l'éros, pour la diriger vers quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, cette force de l'éros qu'il va canaliser au fur et à mesure, eh bien, elle va s'exprimer lors donc, de son premier rapport sexuel avec Casca, qui est un acte d'amour, un acte de réparation aussi, puisqu'il va y avoir comme une résurgence du traumatisme qu'il a vécu enfant, et ça va lui apprendre aussi à le réparer, à l'extérioriser, à l'exorciser par l'amour. Et dans ce moment-là qui est clé, eh bien, toute cette force de l'éros qu'il a su garder en lui va exprimer justement sa volonté de puissance, sa portée créatrice, puisque eh bien, Casca va tomber enceinte suite à cet événement. Malheureusement, l'enfant qu'elle porte va être souillé par l'acte de viol de Griffiths, ce qui va avoir tout un tas de conséquences pour la suite de l'histoire, mais c'est pour exprimer à quel point quand on dirige cette force de l'éros en nous, eh bien, et qu'on l'élève, elle va vers la création de façon naturelle. Et du coup, plus on va dilapider cette force, cette volonté de puissance en nous, de l'éros, et plus on va devenir stérile. Et aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus stérile. Et actuellement, donc avec cette démocratisation de la pornographie, voire de la prostitution, on le voit avec tous les comptes OnlyFans, les trucs mimes, aujourd'hui, c'est tellement démocratisé de faire du contenu sur Internet. Alors c'est du contenu, mais ça reste de la prostitution en fait. Déjà, il y a une aliénation des personnes qui créent ces contenus. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils créent dans l'astral, et il y a une aliénation de ces gens-là, et ces gens vont eux-mêmes aliéner les personnes qui vont venir payer et consommer ces contenus. Et tout ça, ça crée, comme j'ai dit, dans l'astral, comme sur le portrait de Dorian Gray, des impressions. Des impressions qui ont une réelle densité. Alors pas densité matérielle comme nous, mais une densité qui va peu à peu, et ça on va le voir, qui va prendre forme dans la matière peu à peu. Et là encore, on peut faire le parallèle entre tout ce qui est de l'ordre de la pornographie et Berserk, parce que dans Berserk, on a tout un tas de monstres comme les apôtres, les God Hands, qui se nourrissent de la chair humaine, qui perçoivent les hommes comme de la vermine finalement qu'il faut exterminer, qui peuvent manger, dévorer pour se nourrir. Et quelque part, on peut faire le parallèle avec la pornographie qui fait tomber finalement ces consommateurs dans une consommation. On consomme des corps, on consomme de la chair avec cet appétit qui finalement est sans fond, puisque ça devient presque une drogue pour certains. Et c'est vraiment, on consomme de la chair comme ça, de façon rapide, et il y a une déshumanisation des corps. Et d'ailleurs, dans Berserk, c'est pour ça que ces monstres de l'astral s'en prennent aux humains et les voient comme de la vermine, parce qu'ils les déshumanisent. Parce que l'homme lui-même s'est déshumanisé en nourrissant ses bas instincts. Donc c'est comme ça que perçoivent finalement les entités de l'astral, les humains. Et dans la pornographie, le fait d'avoir cette consommation du corps, quelque part déshumanise à la fois les personnes qui partagent du contenu, mais aussi déshumanise les personnes qui le consomment, puisqu'on est dans un rapport de consommation. Voilà. Et du coup, il y a le fait qu'il y ait cette émergence, cette banalisation aujourd'hui de tout ça, c'est une sonnette d'alarme pour l'humanité. Réellement, c'est attention. Parce que, tout simplement, l'humanité est en train de se couper de toute capacité de s'élever, de créer pour, au contraire, c'est une humanité qui devient de plus en plus esclave dans, comme je l'ai dit, cette projection, dilapidation incessante de sa puissance, et ainsi dépérit dans l'art et fait mourir son éros.
c'est le dépérissement de l'art et la mort de l'éros. Et d'ailleurs, dans l'art, on le voit aujourd'hui, je sais pas pour vous, mais dans l'art, on a l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau. Enfin, quand je vais au musée, là, j'y suis allée au musée des Beaux-Arts de Nantes, en fait, il y a une pièce en bas, c'est de l'art contemporain. Et t'as la pièce, c'est art classique, art italien, t'as des statues et tout. Oh, mais tu vois la différence. Tu vois la différence de ces siècles où il y avait des vraies initiations, comme je l'ai dit par le nu, une initiation de diriger cette force sexuelle, de l'éros. C'était pas... Il y avait un réel chemin d'initiation en tant qu'artiste, dans le rapport à la muse, dans le rapport à tout ça, à ce qu'on veut souffler au monde, mettre au monde. Et la pièce du bas, art contemporain, tu te dis mais c'est quoi là? Il a pris un chiffon, il l'a mis sur une palette et il l'a bombé en doré. J'exagère un peu, mais je pense que si on ouvre les yeux, on voit que l'art aujourd'hui se meurt. Enfin, clairement, la plupart des films, c'est des remakes. Généralement, un bon film, c'est un film qui a été un livre avant, hein, quand même. Donc on voit ce dépérissement de l'art. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a un réel lien entre une humanité qui devient de plus en plus stérile parce elle s'est coupée et a dilapidé son éros intérieur. Cette flamme, ce feu créateur, cette énergie sexuelle créatrice, donc l'a éteint, l'a fait mourir, l'a dirigé vers une... Alors là, c'est une image encore, hein, vers une sexualité qui n'a plus vocation à créer, à mettre au monde, à enfanter, mais une sexualité qui se dilapide juste dans le plaisir. Donc là, c'est une image, hein, je ne dis pas qu'il faut avoir des relations sexuelles juste pour créer un enfant, mais intégrer que toute la dimension de la sexualité, c'est quelque chose de bien plus grand que tout ce à quoi on est en train de la réduire actuellement dans juste quelque chose qui est de l'ordre du bon plaisir personnel. C'est ça, chercher son petit plaisir personnel et rien d'autre. Il y a une dimension artistique, il y a un mouvement de l'humanité à laquelle c'est relié, car, comme je l'ai dit, eh bien, elle est innée en l'homme, cette essence. C'est une essence innée en l'homme, et c'est une essence innée pour qu'il y ait un monde, et une essence aussi innée et essentielle pour aller dans le monde et créer dans ce monde. Parce qu'un écosystème se fait parce qu'il y a des échanges entre les différents règnes et qu'il y a création pour élévation, pour nourrir en fait ce mouvement de la vie qui va toujours vers l'avant. Et si on meurt, si on fait mourir cet éros en nous, eh bien on arrive dans une humanité stérile dans l'art, qui se laisse mourir pour aller simplement dans le petit plaisir égotique personnel et dans le petit moi. Il n'y a plus quelque chose de transcendant, de plus grand. Et ça a un effet, c'est-à-dire qu'on se laisse mourir dans le cercle avant d'avoir appris à éclore à l'intérieur de soi. Et pour ça, j'ai une image. Pour qu'un poussin, un être sorte d'un œuf, casse la coquille d'un œuf, il faut cette volonté de puissance. D'ailleurs, Nietzsche en parle, c'est le fait d'être toujours dans cette impermanence, de jamais être limité dans ce qu'on est, là où on est. C'est toujours casser la coquille dans laquelle on se développe. Donc, pour casser cette coquille, qui est quand même d'une certaine densité, le poussin, nous-mêmes, nous devons, eh bien, appeler, verticaliser cette volonté de puissance pour, avec notre tête, et la faire monter jusque dans la tête. Voilà, c'est vraiment, vous vous imaginez dans une coquille, et là, il faut que votre volonté de puissance, qui est vraiment dans le bas-ventre, eh bien, il faut l'élever jusqu'à la tête. Au niveau du chakra couronne, de la couronne, du haut de la tête, pour casser la coquille et sortir au monde et aller dans ce monde. Mais il faut verticaliser cette puissance pour pouvoir sortir la tête et être au monde. C'est vraiment un partage et même un appel, j'ai envie de dire, un appel à se retrouver, à reconnecter à la force de l'éros et à la sublimer, cette puissance. Parce qu'elle nous habite et surtout embrasser le feu qui nous anime, parce que c'est inné, c'est notre essence par nature, et la diriger, comme pour les sculpteurs d'antan,
le souffle de l'esprit dans tout ce qui nous entoure. C'est vraiment, on connecte à notre puissance de créateur quand on est dans cette reconnaissance de l'éros en nous, de l'éros à sublimer, la sublimation de cette énergie qui est notre essence, cette énergie sexuelle créatrice. Eh bien, elle s'exprime par l'initiation à l'art du nu, parce que l'art du nu, c'est avoir un modèle nu en face de soi, comme je l'ai dit, et au lieu d'être tout de suite dans la projection de désir sur cet autre, donc c'est-à-dire, eh bien, quelque part, prendre en otage cet autre et laisser des impressions sur lui, eh bien, on va contenir cette énergie intérieurement. D'ailleurs, c'est ce que permettait l'initiation aussi, tout ce qu'il y a autour de la muse, tout cet archétype de la muse, ce féminin qui éveille, encore une fois, ces étincelles du feu sacré, du feu pour créer. Et là encore, au lieu d'être dirigé vers elle, eh bien, ça va être dirigé vers une création artistique et qui va être de l'ordre du vivant, du vibrant. C'est pour ça qu'il y avait des statues aussi vivantes, des tableaux qui transcendaient autant les êtres jusqu'à avoir des syndromes de Stendhal. Eh bien, c'est parce qu'il y avait toute cette énergie de feu qui n'était pas dilapidée à travers l'expression d'une sexualité très primaire, très primitive, mais gardée intérieurement pour un acte de création plus grand qui va au-delà. Et donc sublimer, c'est être un peu comme un alchimiste finalement, c'est-à-dire on a notre creuset qui est à l'intérieur de nous, tout ce monde intérieur, et au lieu de plomber notre énergie créatrice dans les bas instincts, parce que dès qu'on ça alourdit en fait le psychisme, l'émotionnel, tout ce rapport dont j'ai parlé à la pornographie par exemple, ou à l'hypersexualisation dans notre société, des rapports hommes-femmes, des rapports des êtres entre eux, eh bien au lieu de se laisser plomber par tout ça, par toute cette mentalisation, par toutes ces projections, eh bien on apprend à épurer, à revenir à une sorte de pureté de ce qu'est ce feu à l'intérieur de nous pour, comme je l'ai dit, l'employer et le diriger vers autre chose qui est l'acte créateur en tant qu'artiste, mais ça se dirige aussi dans plein d'aspects de sa vie. Et ça, c'est important. C'est un peu un exercice quotidien pour garder ce feu en soi et ne pas avoir l'impression qu'il soit tout le temps en train de nous consumer parce que finalement, ça passe par une forme d'autodestruction. Et là, on souhaite aller vers une forme d'élévation qui nous porte et comme j'ai dit, qui nous porte dans le monde pour pouvoir œuvrer dedans en tant qu'artiste, artiste de sa vie, être les maîtres créateurs de nos propres vies et être au monde avec ce cœur vaillant pour œuvrer dedans. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde, quand on regarde les actualités, ce qui s'y passe, on a peut-être envie de rester chez soi bloqué, de se dire bon bah moi j'abandonne, il n'y a plus rien à y faire, de toute façon ça sert à rien, tout est déjà, enfin les dés sont déjà pipés, tu vois. Alors que pas du tout. C'est là, dans ce chaos, que tu pourras faire naître une étoile, pour le petit clin d'œil à Nietzsche. Mais c'est dans ce chaos qu'on a besoin des héros, qu'on a besoin de l'éros pour remettre au monde cette substance de vie. Parce qu'on est dans un monde où tout se meurt, ça c'est vrai. Mais dans la mort, il y a déjà le germe du renouveau. Et ça, la nature nous l'apprend. Et d'ailleurs, revenir à l'essence de l'éros, c'est revenir aussi dans la nature de l'être, dans la nature de l'être, et plus dans... En fait, détourner l'éros, c'est détourner la nature aussi. Parce que la nature, elle est faite pour créer, pour proliférer, pour... Alors qu'aujourd'hui, l'homme, il a stérilisé la nature comme il a stérilisé sa propre nature, et comme il a stérilisé l'art. Donc voilà, c'est vraiment un appel. Alors, à travers ce partage, je parle de l'éros, de l'énergie sexuelle, de la force sexuelle à sublimer. Et notre époque en a grandement besoin parce que, comme j'ai dit, il y a des pièges qui sont tendus, des pièges tentants pour celui qui voudrait aller dans sa volonté de puissance, mais dans sa volonté de pouvoir, dans sa volonté de dominer. Et ça, finalement, c'est une illusion. Une illusion dans laquelle beaucoup de gens vont peut-être mourir de ça à un moment.
et faire face surtout aux monstres qu'ils ont nourris. Revenir à cette essence naturelle qui nous habite, de la sublimer, de savourer, de reconnecter à ce pouvoir de créateur qui nous habite et devenir maître à bord pour ne plus être finalement esclave des désirs du petit moi qui ne font que nous limiter, nous emprisonner et nous empêcher à goûter à ce que c'est l'essence de l'homme qui transcende certaines limites, mais souvent c'est certaines limites qui se posent lui-même. Donc je vous remercie pour votre écoute, c'était un partage très riche. Là c'était en mode podcast parce que j'aime beaucoup écrire, donc je vous invite aussi à découvrir les textes que j'écris. Parce que souvent c'est vrai que quand je suis en vidéo, je fais des one-shots, c'est-à-dire je suis inspirée avant, donc je prends des petites notes, mais quand je me filme, j'allume la caméra, je m'enregistre direct et tout sort. Je sens un vrai feu qui m'habite quand je partage, notamment en vidéo. Et d'ailleurs, ça se voit parce que je commence la vidéo avec une certaine coiffure. Et puis au bout d'un moment, je suis tellement animée que je me touche les cheveux et je finis avec une coiffure complètement inversée, tellement le feu m'habite. Et c'est vrai que l'écriture me permet de canaliser un peu plus ce feu, un peu plus posé, et même de poser ma voix. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté dans ce format, d'avoir pris le temps... et bien tout simplement de vous poser et d'être dans cette réception. Et puis n'hésitez pas à partager aussi en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain partage.